commencer. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici et je viens vous parler d'anonymisation et de masquage dynamique avec PostgreSQL. Alors, je vais prendre PostgreSQL parce que c'est la base de données dont je suis spécialiste. Il y a beaucoup de choses que je vais dire ici qui sont applicables à d'autres bases de données. Donc, qui je suis donc, je m'appelle Damien Clochard. Je suis DBA PostgreSQL dans une société qui s'appelle Dalibo, que j'ai fondée avec Jean-Paul, qui doit être quelque part ici, il y a 15 ans. Et je suis aussi président de l'association PostgreSQL-FR. Voilà. Et je ne suis pas juriste. Donc, tout ce que je vais vous dire à propos du RGPD, vous pouvez le prendre avec des pincettes. Et je vais essayer de vous donner un maximum de liens pour que vous alliez vous-même vérifier ce que je dis, au moins sur la partie légale. Je vais déjà vous dire pourquoi je suis ici et qu'est-ce qui m'a amené ici. En fait, ça a commencé il y a 1 an. Et en tant que DBA PostgreSQL, on m'a confié une base de données. On m'a dit ce serait bien que tu l'anonymises pour qu'on puisse la transmettre voilà, pour des statistiques ou des choses comme ça. Et voilà, ça m'a paru un bon challenge et je m'y suis mis et j'ai compris très vite 2 choses. Un, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et 2, c'est pas à moi de le faire. C'est-à-dire que en tant que DBA, je vois une base de données, je comprends pas forcément le métier qu'il y a derrière, ni la sémantique des colonnes. Et du coup, c'est très compliqué de, a posteriori, essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière toutes ces colonnes. Et donc, moi, j'ai un travers. Quand il y a quelque chose qui est difficile et que ce n'est pas à moi de le faire, j'essaye de ne pas le faire. Et du coup, au lieu de le faire, finalement, j'ai fait un logiciel pour que d'autres personnes le fassent à ma place. Et voilà, donc ça m'a amené ici. Et je vais vous raconter un peu ce chemin-là. Donc, je vais faire d'abord un rappel rapide sur le RGPD. Je ne suis pas là pour vous faire 30 minutes de RGPD, mais je pense que c'est intéressant de remettre les bases. Et je vais expliquer pourquoi c'est difficile. Qu'est-ce que j'ai découvert derrière ce principe d'anonymisation. Je vais décrire des flux d'anonymisation aussi, comment on peut mettre des circuits d'anonymisation en place. Et vous parler d'un logiciel que j'ai développé qui s'appelle PostgreSQL Anonymizer. Et ça me servira à la fin aussi pour décrire 8 techniques d'anonymisation que j'ai classifiées dans le processus de création de ce logiciel-là. Alors le RGPD, c'est quoi? C'est une série de droits qu'on donne aux individus qui résident en Europe et une série de principes qui sont annoncés. Et je pense que vous l'avez peut-être tous, on va dire, pas encore complètement vu, mais c'est quelque chose qui va avoir un impact réel. On va bien voir ce que ça va changer dans les années qui viennent, mais c'est clair que ce n'est pas quelque chose de neutre. Et je finirai sur un peu de sémantique entre pseudonymisation et anonymisation, qui est un point assez important dans cette équation-là. Alors les droits individuels, je les remets ici parce que c'est toujours bien de rappeler les droits qu'on a. Et donc il y a toute une liste de droits, je ne vais pas les reprendre un par un. Ce qui nous intéresse ici, c'est 2 choses. C'est le droit à l'oubli, le droit à la limitation des traitements. Droit à l'oubli, c'est vous avez normalement le droit de demander à un opérateur à qui vous avez confié vos données de les effacer, dans une certaine mesure. Vous ne pouvez pas effacer votre casier judiciaire. Mais, et puis vous pouvez aussi restreindre la limitation du traitement, c'est-à-dire dire bah, je vous ai donné mes données pour faire ça, mais je n'accepte pas que vous fassiez autre chose avec. Voilà, je vous la fais courte. Et donc pour tout ça, il y a une série de principes qui sont amenés, qui sont intéressants. Et là aussi, il y en a 2 qui nous intéressent, voire 3 qui nous intéressent très fort. C'est Privacy by Design. Je n'ai pas trouvé de traduction correcte en français. Il faudrait dire prise en compte de la vie privée à la conception. Ça sonne pas très bien. Donc la pseudonymisation, on verra ça après, et la limitation du stockage. C'est 3 principes que je vais essayer de voir. En tout cas, avec ce logiciel-là, j'ai essayé de voir comment on pouvait pratiquement, concrètement, mettre ça en place en tant que DBA. Et pourquoi? Parce que finalement, des textes comme ça, comme le GDPR, comme le RGPD, pardon, il y en a déjà eu plein, hein, la CNIL existe depuis longtemps. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a des sanctions, moteur de nerf de la guerre. Et donc il y a 1 an, on pouvait se demander est-ce qu'il va vraiment y avoir des sanctions? Est-ce que ça sera vraiment impactant? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est qu'il y a vraiment des grosses sanctions.
Il y a des petites sanctions, il y a des très grosses sanctions. Donc ça, c'était juste avant l'été, j'ai pas remis à jour, vous avez un lien, enfin voilà, quasiment toutes les semaines, il y en a des nouvelles qui tombent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans tous les pays, ça va aussi bien de la multinationale à la petite PME, et en gros, c'est assez malin pour que ces sanctions, elles ne mettent pas par terre la société. Par contre, si vous êtes DBA dans cette boîte, vous allez vous faire virer. Et donc voilà pourquoi aussi il va falloir le prendre en compte. Donc après, moi j'ai regardé un peu là-dedans quelles étaient les raisons, on va dire, liées à ces amendes-là. Bon, RGPD, encore une fois, c'est très large, il y a plein de choses, mais la plupart de ces, et notamment les plus grosses amendes, elles concernent l'article 32. Et l'article 32, il dit quoi ? Il dit qu'il faut mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que ce sont des fuites de données. En gros, les sociétés qui sont le plus pénalisées sont les sociétés qui n'ont pas mis en place une politique de sécurité suffisante pour se protéger des fuites de données. Et ça a du sens quand on y réfléchit, puisque quand on parle de droit à l'oubli, à partir du moment où une société a fait fuiter vos données sur Internet, non seulement votre droit à l'oubli n'est pas respecté, c'est juste qu'on vous l'a retiré. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus l'avoir, ce droit à l'oubli, à partir du moment où voilà, la donnée est dehors, elle est dehors. Et donc là, on est dans un cas, non pas de non-respect de droit, mais de retrait d'un droit. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est probablement l'article le plus important, à mon sens, du RGPD, et celui qui contient le plus de risques. Alors, évidemment, le RGPD, il préconise quelque chose pour se protéger de ça, qui s'appelle la pseudonymisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot anonymisation n'existe même pas dans le texte de loi du RGPD. Au lieu de ça, on parle de pseudonymisation, ce qui ressemble beaucoup, quand on lit la définition, traitement de données de telle façon qu'elles ne puissent plus être attribuées à une personne concernée. Ça ressemble à l'anonymisation. Il y a une subtilité. La subtilité, c'est que la pseudonymisation, c'est une méthode de protection. C'est-à-dire, c'est une mesure que vous devez prendre pour protéger vos données. Donc, exemple ultra classique, le chiffrement ou le hachage. Vous prenez une clé, vous chiffrez tout, etc. Le problème avec cette pseudonymisation, c'est que vous avez chiffré vos données, mais maintenant la clé, elle permet de reconstruire vos données. Et donc, si ces données peuvent être reconstruites, ça reste des données personnelles. Et donc ça, c'est la première chose que vous devez garder en quittant cette pièce, c'est que le chiffrement, ce n'est pas de l'anonymisation. Le chiffrement, c'est de la protection. Et les données pseudonymisées, elles restent soumises au RGPD. Et donc, la seule porte de sortie pour se débarrasser des règles imposées par le RGPD, c'est d'anonymiser. Alors, pourquoi c'est difficile ? C'est difficile pour 3 raisons. Donc, la singularisation, le recoupement, l'inférence. Donc ça, c'est décrit dans un document annexe, on va dire, du RGPD. Et la singularisation, c'est quoi ? On va prendre un exemple tout simple. Là, j'ai une table avec des employés. J'ai mis n'importe quoi dans le champ nom. J'ai complètement effacé la colonne job. Et puis, j'ai juste gardé le salaire. Comme ça, je peux faire des stats sur le salaire. Ça, vous allez me dire, a priori, c'est anonymisé. Ce qu'on voit ici, c'est que dans ces salaires, il y a une valeur exotique. Il y a quelqu'un qui gagne 10 fois plus que les autres. La plupart des sociétés, celui qui gagne 10 fois plus que les autres, c'est le PDG. Et ça, l'information de qui est le PDG d'une boîte, elle est publique. Voilà. Ça, alors là, j'ai pris un exemple, on va dire, extrême, mais il y a, dans tout jeu de données, en général, il y a des valeurs marginales qui vont être réidentifiantes. Premier problème. Deuxième problème, recoupement, en anglais linkability, c'est l'idée de se dire, votre jeu de données, il est peut-être super anonyme en lui-même, mais il y a partout sur Internet des données publiques, open data,
qui vont me permettre de faire des recroisements et de vous retrouver. Il y a 2 super exemples, donc j'ai les liens ici. Netflix, qui avait diffusé sa base de données avec juste les notes sur les films. Et des chercheurs ont réussi à réidentifier des gens en comparant les notes Netflix et les notes d'un autre site qui s'appelle IMDb. Et par croisement, on réussit à réidentifier, alors pas tous les utilisateurs Netflix, mais une partie des utilisateurs qui avaient mis des notes des 2 côtés étaient réidentifiés assez facilement. Un autre exemple, c'est un registre d'hôpital. Il faut savoir que les hôpitaux vendent des données anonymisées en général, donc ça s'achète. Et on a des listes électorales. Les listes électorales, c'est de la donnée publique. Vous pouvez consulter les listes électorales de toute commune. Il suffit de demander. Donc là aussi, on va pouvoir retrouver, par des croisements, une donnée dans un ensemble à partir de données externes. Et le 3e point, c'est identifier un sujet en regroupant plusieurs identifiants indirects. Alors c'est quoi les identifiants indirects? C'est des choses qui sont presque des clés primaires dans une base de données. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une information identifiante en elle-même, mais en les assemblant, on va pouvoir avoir une idée assez précise de qui est qui. Un exemple qui a été démontré, c'est que, bon, là c'est un exemple aux États-Unis, mais je pense que c'est à peu près la même chose en France. Si vous me donnez la date de naissance, le sexe d'une personne et son code postal, 9 fois sur 10, c'est un identifiant unique. Et alors là, il y a un problème, c'est que des identifiants indirects, il y en a partout. Voilà, ça peut être la pointure de vos chaussures, le nom de votre médecin traitant, les achats que vous faites sur Internet, voilà, etc., etc. On laisse des traces absolument partout. Et il est assez facile, finalement, en croisant des champs qui, en eux-mêmes, ont l'air bénins, de trouver une clé unique qui va vous réidentifier. Et donc, c'est perdu d'avance. Vous n'y arriverez pas, c'est foutu. On ne peut pas prouver qu'un jeu de données est parfaitement anonyme. C'est mathématiquement impossible. Donc on est assez proche de, je dirais, des concepts de sécurité informatique, où en fait, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, en sachant qu'il y aura toujours un risque. Et alors ça, le RGPD le reconnaît. Alors ils ne le disent pas dans le texte de loi, mais c'est dans une annexe qui s'appelle le récital 26. Et donc, ils ont une phrase où ils disent « Il convient de prendre en considération l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable de traitement. » Bon courage avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui est raisonnablement susceptible d'être utilisé aujourd'hui pour réidentifier quelqu'un? Je ne sais pas. Donc, il faut mesurer le risque et prendre un risque raisonnable d'anonymisation. Et il faut le faire de manière régulière parce que peut-être que demain, il y aura une autre fuite de données de LinkedIn ou autre chose, ou de Facebook, ou je ne sais pas, la base des plaques d'immatriculation. Et votre risque aura complètement changé de forme. Voilà. Alors, tout n'est pas perdu. On va voir qu'on peut quand même, du coup, arriver à des risques de réidentification assez faibles. Et donc, la première chose, comme dans toute bonne politique de sécurité, c'est qu'on va essayer de réduire la surface d'attaque. Réduire la surface d'attaque, c'est minimiser le risque de fuite en réduisant, en gros, la propagation de ces données réelles. On va essayer de limiter leur déplacement. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une application directe du principe de la limitation du stockage. Le RGPD vous dit, si vous n'avez pas besoin de la stocker, cette donnée-là, vous ne la stockez pas. Si vous n'avez pas besoin qu'elle soit là, il ne faut pas le faire. Donc on va prendre un exemple de base. Vous êtes DBA, vous avez une base de production, et puis vous avez un collègue qui est développeur. On lui a demandé de faire des tests de CI. Donc il a besoin de données pour ça.
Et puis, il y a un nouveau gars là qui s'appelle un data scientist, vous ne savez pas trop ce qu'il fait, mais lui aussi veut accéder aux données. Bon, ok. Alors, les flux de base, on va dire le cas 0, c'est simplement, vous faites un export, vous leur envoyez les données, et puis voilà. Donc ça, c'est le pire que vous puissiez faire, mais c'est aussi ce qui est fait dans beaucoup d'endroits. Et là, le RGPD, il couvre tout le monde. Donc il couvre tout le monde, ça veut dire que le jour où le dev il change, il faut repenser aussi les accès, etc., etc. Il y a des risques de fuite de données sur l'ensemble de cette chaîne-là. Donc ce qui est fait la plupart du temps, une des premières mesures qui va être mise en place, c'est de on rajoute dans la chaîne un élément qui va être une sorte d'ETL, qui va extraire les données, les transformer et puis les recharger ailleurs. Ça, c'est déjà mieux, puisqu'on a nos deux destinataires qui n'ont plus accès aux données réelles, qui reçoivent des données anonymisées. Mais on a rajouté quelqu'un dans l'équation. On a rajouté un data processor, c'est-à-dire la personne qui connaît, qui maîtrise ce logiciel-là, quel qu'il soit d'ailleurs, ce n'est pas la question. Mais voilà, on a réduit la surface, mais il y a quand même on l'a aussi rallongé d'une certaine façon. Alors maintenant, j'ai découvert ça assez récemment aussi, maintenant il y a des services de cloud qui vous permettent de faire de l'anonymisation dans le cloud. Donc là, vous envoyez carrément vos données sur un serveur, on ne sait pas trop où, et lui, il vous renvoie des données anonymisées. Donc ça, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas qui a eu cette idée géniale. Ça, au niveau RGPD, c'est une catastrophe, puisque maintenant, vous avez réussi à réduire votre surface d'attaque, mais maintenant, elle va couvrir ce qu'on appelle un external data processor. Donc ça, c'est un terme qui est utilisé dans la RGPD. Et ça, c'est pas bien du tout, parce que il va falloir que vous prouviez que ce external data processor, il est compatible RGPD. Enfin, c'est vraiment de la fuite en avant. Et donc, ce que moi j'ai essayé de faire, et ce qui m'est apparu comme quelque chose de logique, c'est de réduire au maximum, et du coup de faire l'anonymisation dans la base de production. C'est-à-dire que les données ne sortent pas de la base de production, ou en tout cas, elles sortent de manière anonymisée. Alors, soit elles peuvent sortir de manière en dump, donc je fais un export et puis les recharger ailleurs, ou alors je donne carrément ce data scientist-là, il n'a peut-être pas besoin d'avoir sa propre instance, et il peut peut-être juste avoir un accès à la production en tant que rôle masqué. C'est-à-dire qu'il ne verra pas les données. Il verra les données anonymes, mais il sera quand même connecté à la base de production. Et donc voilà les raisons qui m'ont fait développer PostgreSQL Anonymizer. Alors rapidement, l'idée c'est donc déclarer des règles de masquage dans la base, anonymiser à l'intérieur de la base, faire du masquage dynamique ou de la substitution définitive, et avoir tout un arsenal de fonctions de masquage. Et pour faire ça, je n'ai pas réinventé la poudre, j'ai pris la syntaxe qui était dans SQL Server. Rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, on prend un exemple tout simple. J'ai des clients, j'ai leur nom, leur date de naissance, leur code postal, et puis le client, la boutique dans laquelle ils font leurs achats. Ce que je veux, c'est garder certaines valeurs et en cacher d'autres. Voilà. Je garde par exemple la clé étrangère sur la boutique, je la garde. Donc comment je vais faire ça? Bon, d'abord, on va installer, donc c'est dispo par RPM, ça s'installe assez vite avec les RPM de la communauté Postgres. Ensuite, on va configurer, donc on active l'extension qui s'appelle Anon. On active cette extension dans la base. Et puis, on va utiliser du SQL directement. Donc on va faire un create extension, et puis on va charger l'extension avec un select. Voilà. Déjà, direct, on est sur du SQL. Et puis derrière, on va utiliser, là encore, des règles de masquage. On va utiliser du SQL pour les déclarer. Et donc, ici, je vais utiliser le zip code, donc le code postal, je vais l'anonymiser avec une fonction qu'on verra plus tard. Donc ça, c'est une syntaxe qui est spécifique à Postgres, mais c'est du SQL. Et donc ensuite, trois approches possibles. Donc soit on substitue les données, soit on fait un export
soit on fait du masquage dynamique. Substitution, c'est très simple, hein. Vous prenez soit la colonne, soit la table, soit la base en entier, et vous dites, allez hop, on anonymise tout ça, voilà, à partir des règles qu'on a déclarées précédemment. Donc ça va être super lent, hein, puisqu'en gros, on va réécrire toute la base, ou toute la table, ou toute la colonne qu'on veut réécrire. Mais c'est simple. L'autre approche, c'est de faire juste un dump. Donc là, on garde les données dans la base, mais on va les exporter de manière anonyme. Donc là aussi, on ne peut pas utiliser pgdump, si vous connaissez pgdump. On ne peut pas utiliser pgdump pour ça. On va utiliser une fonction spécifique anonDump qui va vous exporter toutes les données. Donc après, on va pouvoir les... Bon, je vous saute cette partie, mais on va pouvoir l'appeler de l'extérieur, ainsi de suite. On peut aussi faire du masquage dynamique. Ça, c'est plus intéressant aussi. Donc, en gros, j'ai un exemple. Pareil, hein, une table avec le nom, le prénom et puis le numéro de téléphone. Donc, je vais activer le moteur de masquage dynamique, toujours avec du pur SQL. Et puis, je vais déclarer un utilisateur. Donc là, je crée un rôle. Hein, les utilisateurs dans Postgres s'appellent des rôles. Et là aussi, je déclare une règle de sécurité qui dit que ce rôle-là, il est masqué. Et cet utilisateur masqué, il va avoir accès uniquement en lecture seule aux données, et il aura accès qu'aux données anonymisées. Ensuite, on va encore une fois déclarer des règles de masquage. Donc là, par exemple, pour le nom de la personne, je vais mettre un nom aléatoire. Et pour le téléphone, je vais faire un masquage partiel. Et enfin, on va se connecter du coup avec l'utilisateur Skynet. On fait un select étoile sur la table people. Et là, on a effectivement le prénom a été conservé, mais le nom a été changé. Et le numéro de téléphone a été masqué. Voilà. Donc ça, c'est la mécanique, on va dire, la première partie de cette extension-là. C'est ces trois options-là, finalement, de comment je vais pouvoir activer cette anonymisation-là. Donc avec les trois stratégies. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il reste à savoir comment on va anonymiser. Et là, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous, et ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec les données, et ça va dépendre aussi du contexte. Donc, en gros, destruction, bruit, brassage, randomisation, imitation, destruction partielle, généralisation. Destruction, c'est assez simple, hein, vous allez déclarer une règle en disant sur la colonne adresse, je veux remplacer masqué avec la valeur confidentielle. Donc là, c'est très simple, hein, toutes les valeurs de cette colonne, elles vont être remplacées par la chaîne confidentielle. Et voilà. Reviens pas. Ouais. Voilà. Donc la destruction, c'est simple, hein, c'est la meilleure manière d'anonymiser. C'est un peu une blague, hein, mais c'est aussi sérieux. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut vous dire, c'est est-ce que cette information-là, elle a un sens pour faire des stats, ou est-ce qu'elle a un sens pour faire de la CI, par exemple? Et donc, si vous n'êtes pas sûr, bah, enlevez-la, quoi. C'est vraiment, déjà, c'est vraiment vous devriez réfléchir, enfin, c'est la première option qui doit s'offrir à vous, c'est déjà l'enlever. Ensuite, on va mettre du bruit. Donc ça, c'est une technique assez classique, hein. Je prends mes valeurs, et puis je vais les décaler de plus ou moins ici. Donc j'ai mis un ratio de 0,33. Donc sur mon champ salaire, je vais faire varier toutes les valeurs de 33%. Voilà. Ça, c'est pas mal parce que les données, elles restent réalistes. On reste à peu près dans quelque chose qui a un attachement au réel. Et par exemple, les fonctions moyennes, average, ou somme, elles vont rester similaires à l'original. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais on sera dans le même ordre d'idées. Par contre, ça marche uniquement avec les dates et les valeurs numériques. Et puis, c'est pas magique, parce que si vous avez toujours, comme on a vu tout à l'heure, ces valeurs marginales, hein, on va, voilà, le salaire qui était 10 fois supérieur à celui de tous les autres, vous pouvez varier de plus ou moins 33%, ça n'a pas changé le fait que ça reste la personne la mieux payée de la boîte. C'est voilà, à vous de trouver aussi le bon ratio, et ainsi de suite. Et encore une fois, surveiller ces valeurs marginales. Ensuite, on va faire du brassage. Donc ça, c'est du shuffle, c'est-à-dire voilà, on mélange un peu toutes les données. Donc vous allez prendre
une colonne, vous gardez les valeurs réelles, c'est juste que vous les mettez dans un ordre différent. Voilà, donc on a une fonction qui s'appelle shuffle colonne, vous donnez la table, la colonne que vous voulez brasser, et puis un pivot, c'est-à-dire une clé primaire de la table. Ça c'est intéressant, les données ne sont pas modifiées, et c'est parfait pour les clés étrangères. Donc, si vous avez une table avec une clé étrangère, vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quelle valeur dedans. Par contre, ça marche mal si la distribution, si les valeurs elles sont mal distribuées ou si vous avez très peu de valeurs. Par exemple, si c'est un booléen, ça sera vrai-faux. Vous pouvez brasser autant que vous voulez, ça ne va pas donner grand-chose. Et il vous faut une table avec une clé primaire, mais voilà, d'une manière générale, il vous faut des tables avec des clés primaires. Autre approche, donc là c'est je dirais l'approche la plus classique quand on commence à regarder l'anonymisation, c'est la simple randomisation. Donc là, on va générer, par exemple, ici une date complètement aléatoire entre 1920 et aujourd'hui. Voilà, pas grand-chose à en dire. C'est assez simple, c'est rapide. Du coup, si dans votre schéma, vous avez des contraintes note nulle, vous n'allez pas pouvoir faire de la destruction. Il faudra quand même mettre une valeur. Et donc, c'est là que cette randomisation, elle va être bien. Mais par contre, si vous voulez faire des stats sur cette colonne-là, ça va servir à rien du tout, évidemment. Imitation, le faking, c'est un peu le même problème, même idée de randomisation, sauf qu'on va randomiser de manière un peu plus intelligente, de manière plus sophistiquée, en utilisant des dictionnaires de données factices. Donc là, l'extension vient avec tout un catalogue de données factices, de faux noms, de faux numéros de siret, de faux, etc., de faux RIB, etc., etc. Ça, c'est parfait pour le dev et la CI, par exemple. Destruction partielle, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est ultra classique, je pense que vous connaissez. On est capable de vous dire que c'est votre numéro qui finit de téléphone qui finit par 5432. Voilà, ça c'est très bien parce que le sujet lui-même est capable de reconnaître sa donnée, mais elle n'est pas utilisable par d'autres. Ça c'est pratique. C'est aussi une transformation qui est immutable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est cool aussi quand on fait de la perf. Mais cela aussi, par contre, ça marche que sur des champs texte. Et la généralisation, qui est ma préférée, qui est de dire, un exemple ici, on va vouloir généraliser le code postal et puis la date de naissance. Eh ben, on va faire un truc qui est tout simple, c'est de dire, au lieu de dire que le code postal c'est 42 678, on va juste mettre les deux premiers chiffres. Donc cette personne, son code postal commence par 42, ou si on prend une date de naissance, qui est peut-être plus clair comme exemple, c'est de dire, au lieu de dire que cette personne elle est née le 22 mars 1979, on va dire que cette personne est née entre 1970 et 1980. Donc on a une fonction qui va nous faire ça, assez simple, on va définir la taille, et on obtient ce qu'on appelle en Postgres un type range. C'est-à-dire, c'est plus la valeur, c'est un palier. Voilà. Et donc ça c'est super, parce que la donnée, elle reste vraie. Et ça, vous le faites tous les jours, en fait. Si je vous demande où est-ce que vous habitez, vous allez me dire j'habite à Marseille, ou j'habite en France, ou j'habite dans tel quartier. Vous n'allez pas me dire j'habite 11 rue de la République, mon digicode c'est ça, et je suis au 2e étage, et la clé est sous le paillasson. Vous allez juste dire oui, j'habite par ici, ou etc., etc. Donc ça, c'est assez intuitif. C'est idéal pour les stats, parce que finalement, vous allez toujours pouvoir demander la liste des utilisateurs qui sont nés avant 1970. Ça fonctionne. Et en plus, on a une fonction qui s'appelle le k-anonymat, que je n'ai pas le temps de vous expliquer, qui vous permet d'évaluer, de quantifier un peu tout ça. Ça, c'est super. Par contre, ça va changer le schéma de données. Évidemment, votre colonne, c'est plus une date, c'est un range de dates. Et donc, pour les tests d'intégration, ça ne sert à rien du tout. Ça va plutôt servir pour la BI, pour les stats et tout type de stats, en fait. Voilà, j'arrive sur la fin. Donc, en résumé, ce que je peux vous dire, c'est que les sanctions RGPD, c'est bien réel. Voilà, c'est pas. On pouvait se poser la question il y a un an, mais aujourd'hui, on le sait, c'est du concret. Votre plus gros risque, c'est les fuites de données. Et donc, la première chose à faire, c'est de réduire votre surface d'attaque, d'anonymiser dès que c'est possible, d'anonymiser dans la base de données si possible, et d'utiliser différentes techniques d'anonymisation pour différents usages. Vous n'allez pas anonymiser de la même façon pour de la CI ou pour de la stat.
Et le chiffrement, ce n'est pas de l'anonymisation. Très important. Voilà. Donc en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée, c'est vraiment de revenir à cette idée de privacy by design, c'est-à-dire que les règles d'anonymisation, elles devraient être écrites par les développeurs eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai fait cet outil-là, c'est pour que ce soit facile de décrire les règles d'anonymisation à l'intérieur du modèle de données, que quand vous déclarez une colonne, vous dites que cette colonne, c'est un entier, qu'il ne doit pas être nul, qu'il y a un index dessus, et qu'on va l'anonymiser de cette façon-là. Et que quelque part, la bataille de l'open source, en tout cas pour moi, elle est gagnée. Postgres est partout, Linux est partout. Par contre, il y a une bataille qu'il faut mener aujourd'hui, c'est la vie privée. Et que tous les géants de Internet aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, ainsi de suite, ils utilisent du logiciel libre à fond partout, et ils l'utilisent pour créer une société de surveillance de masse. Et donc, comment contribuer? Si vous voulez nous aider dans ce projet-là, donc c'est un projet open source, on est sur GitLab. Moi, j'attends énormément de feedback. J'adore le feedback. Si vous trouvez des bugs, ça m'intéresse aussi. Je travaille sur les images et les données géographiques. Si vous avez des idées de comment faire pour anonymiser des données géographiques, par exemple, avec PostGIS, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas, voilà, passez sur le site et donnez-nous vos commentaires. Et puis, si vous voulez encore aller plus loin, Dalibo recrute, donc si jamais vous voulez nous rejoindre, on recherche des DBA de production, des DBA d'études, des développeurs Python et des commerciaux, etc. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, merci.